Le Crayon, c'est un média nouvelle génération, devenu incontournable, notamment grâce à leurs débats qui font des millions de vues sur les réseaux. Mais aujourd'hui, Le Crayon, c'est bien plus que ça. C'est devenu tout un groupe que ce mec, Valran, a cofondé avec sa sœur et 2 de ses potes. Et en l'espace de quelques années, leur impact est devenu tellement important qu'ils ont même interviewé le président de la République. Dans cet épisode, Valran va me raconter tous les secrets de la création du Crayon. On est devenu une boîte parce que nos réseaux sociaux ont bien marché, et quand on dit nos réseaux sociaux, au tout début on dit surtout YouTube. Comment ils ont fait pour gérer une telle ascension. Comment voulez-vous pousser une génération à prendre des risques et à faire des trucs stylés quand les gens font des trucs comme ça, ils se font défoncer. Et on va aussi bien sûr parler des plateformes et de la place des médias de nos jours. Il est anormal qu'on porte au nu des entrepreneurs en disant regardez à quel point ils sont géniaux, et Yamin Denzel non. C'est une blague ou quoi? On ne peut pas en tant que classe journalistique avoir un biais de je sais mieux que toi quand il y a des erreurs manifestes graves qui nuisent à la réputation de quelqu'un, qui sont en plus des choses vérifiables en une putain de recherche Google. C'est parti avec Valran du Crayon sur Solocrea. Salut Valran. Salut Adam, ça fait plaisir. Bah écoute, tout le plaisir est pour moi, merci d'être venu, bienvenue sur Solocrea, du coup, très content de te Très recevoir. cool le setup, hein, franchement. Merci, ça m'honore venant de toi, voilà. Toi, Mais t'es non, plus, mais fond noir. ça met un peu de l'exigence, ça met de la concu, moi je suis content, tu vois. Ah, la concu direct, très bien, ça fait 2 fois de suite. Je reçois des concurrents, mais voilà, en plus vous êtes plus fond noir avec le crayon. Non, mais bien sûr, mais c'est sombre. surtout que moi j'aime bien un peu quand il y a des DA un peu poussés, Ouais. tu vois. Je trouve qu'il y a trop de studios qui se ressemblent là dans les podcasts un peu ces derniers temps. Ouais. C'est cool de débarquer avec une vraie idée, tu vois, aboutie. Ah bah ça me fait plaisir que tu trouves que c'est une vraie idée, une pure Non, bah, idée. vraiment. Est-ce que tu peux m'expliquer du coup ce qu'est le crayon? Est-ce que vous faites Bien un sûr, bien sûr. Alors, Crayon, c'est un groupe média. Nous, on aime bien vraiment se définir en tant que groupe média parce que je trouve que ça crée une catégorie qui peut nous affilier à le groupe Les Échos Le Parisien, le groupe Vivendi, le groupe CMA Média. Et j'aime bien du coup qu'on s'inscrive dans cette catégorie-là plus que dans une entreprise de la créateur économie ou tout ce que tu veux. Ce qui est très bien, mais qui n'est pas notre ADN. Notre ADN, c'est d'être le futur des groupes médias, et en tout cas d'essayer d'innover en fait dans cette zone-là, et du coup d'être beaucoup plus dans une zone où en fait on est les héritiers entre guillemets de les médias traditionnels, beaucoup plus qu'on est, on va dire, une forme de créateur économique qui serait allé vers les médias. On est plutôt parti des médias pour aller vers la créateur économique, l'inverse en fait dans notre boîte. Donc en gros le Crayon c'est 4,5 millions d'abonnés en tant que média, 2 médias, le Crayon et les Pépites de France, média leader sur digital sur le débat, média digital leader sur le patrimoine avec les Pépites de France, et 2 agences, le Surligneur, une agence de création de contenu et de relations presse pour les entrepreneurs, les entreprises et les créateurs, et le Pinceau, une agence d'influence pour les grandes entreprises, pour les reconnecter à la jeune génération. Sacré programme, ça a l'air d'être un peu énorme dit comme ça, on est plus petit que le pitch n'en a l'air parce qu'on est un peu plus d'une trentaine aujourd'hui dans la boîte, donc on a encore un bébé à l'échelle de notre industrie, mais en vrai c'est super cool parce qu'en fait on est vraiment au milieu et c'était presque un peu la thèse, on va dire, de passion que nous on avait au départ, c'est-à-dire être vraiment au milieu des prises de décision, médias, création de contenu, tout ce qui va avec. En fait c'est quoi la nouvelle influence, et là pas au sens l'influence je vends un shampoing en story, quoi, l'influence au sens qu'est-ce qui fait bouger la société dans les décisions, dans les mentalités, tout ce qui va avec. Puis on aura le temps d'en reparler, mais on est vraiment au milieu d'une vraie révolution. Il est quand même vraiment en train de se passer un truc, tu vois. Ouais. Et il se passe un truc depuis, allez, on va dire une grosse dizaine d'années, mais là j'ai l'impression que depuis 1 ou 2 ans, il y a un coup d'accélérateur qui s'est mis, et que là tout d'un coup on commence à voir des énormes projets de créateurs de contenu, un changement complet dans la consommation des médias, une nouvelle manière de communiquer, notamment on parle de révolution de l'incarnation, donc c'est un truc qu'on défend beaucoup avec le fameux personal branding. Le fameux. Le fameux, ouais. Et donc du coup voilà, et donc du coup cette boîte-là, elle est gérée par 4 fondateurs et associés, donc Sixtine qui gère le Surligneur, Antonin qui gère le Crayon, Jules qui gère le Pinceau, moi qui gère le groupe, on a nommé une DG sur les Pépites de France. Et donc voilà, en fait c'est vraiment, on a envie de se dire, est-ce qu'on peut bâtir une boîte ambitieuse dans cet écosystème? C'est un peu notre ambition parce que je trouve qu'il peut y avoir aussi un truc un peu frustrant avec les créateurs de contenu, c'est que ils sont un peu leur porte-parole à eux et pas plus que ça. Et donc du coup en fait le jour où eux ils prennent n'importe quoi, mais 3 mois de vacances, et c'est leur droit le plus strict, il n'y a plus rien en fait, il y a un peu une pause qui se fait, et donc c'est un peu comme si c'était des espèces c'est devenu des géants mais hyper fragiles, ou en tout cas hyper verticaux, et donc ça veut dire qu'en fait ça dépend toujours qu'une personne se lève le matin pour aller créer sa vidéo YouTube de plus, ou ce genre de truc, là où dans le Crayon Group, si jamais les fondateurs prennent 1 mois de vacances, la boîte avance, le média continue de faire des émissions, on continue de vendre nos prestats à des clients, on continue de mener des projets, et je trouve que ça a une composante que notre génération un peu dans la créateur économie oublie parfois, parce que tout le monde est un peu obsédé par la fame, est-ce qu'on va me reconnaître dans la rue et tout ce qui est avec. Bien sûr, ouais. Évidemment ça fait plaisir et ça nous arrive aussi, mais c'est pas notre but final. Notre but final c'est de se dire on peut créer une nouvelle place forte dans les médias dans laquelle les gens s'identifient, qui permet aux gens de réfléchir, de pouvoir mener un peu un impact dans la société, quoi. C'est un peu ça le truc.
Très clair, bah écoute, ça pose le cadre, au moins tout est dit. J'ai énormément de choses déjà, voilà, j'ai envie de rebondir sur plein de choses voilà, que tu as pu citer. Mais est-ce que tu peux expliquer aussi un peu ce que vous faites, parce que vous avez chacun un peu votre DA aussi sur vos réseaux perso, donc sur Instagram et LinkedIn notamment, pour les gens voilà, qui ne vous connaîtraient pas, que ce soit toi ou tes associés. Donc 4 associés et donc 4 thématiques différentes. 16, c'est vraiment, on va dire, l'entrepreneuriat et les soft skills, c'est-à-dire en fait la prise de parole, l'intelligence sociale, la négociation, tout ce qui va toucher au rapport humain. Donc elle a 450 000, 500 000 abonnés, tout réseau confondu, dont une très grosse présence sur LinkedIn. Elle doit avoir 70 000 ou 80 000 abonnés, ce qui est beaucoup. Hein. Ouais, c'est son réseau principal, LinkedIn. C'est en tout cas le réseau où en proportion du reste de la communauté, elle a le plus de force de frappe. Okay. Mais ouais, vraiment pas mal. Jules qui doit avoir 450 000 ou 500 000 abonnés aussi, mais lui qui est sur la littérature, la culture, donc c'est vraiment c'est le plus gros influenceur littéraire de France, quoi, littéralement. Et ça cartonne, c'est vraiment un truc de fou. Antonin qui est sur les médias, le journalisme, l'esprit critique, qui doit avoir 200, 250 000 abonnés sur ses réseaux perso. Et moi, un peu le mauvais élève, parce que je dois avoir un peu plus de 100 000, 120 000 abonnés, mais qui est plutôt sur, on va dire, l'économie, le business, l'innovation, en fait, tout ce qui va toucher au futur de la société d'un point de vue un peu technologie et business. Et donc là, pour le coup, ça prend la forme LinkedIn et Insta, mais de plus en plus la forme d'un podcast qui s'appelle Contre-courant. Ouais. J'invite les gens à aller checker si ça les intéresse. Ce sera en description, évidemment, Contre-courant. Où, en fait, notre but avec Contre-courant, et je dis ça parce que c'est moi qui l'anime, mais j'ai toujours ou un ami ou un de mes associés qui anime avec moi un peu le podcast, c'est de prendre des gens un peu experts de leur domaine et de leur poser une question un peu de prospective, c'est-à-dire est-ce qu'il va se passer ça, quoi, et on essaie d'y répondre. Et il se trouve que pour l'instant, on a quand même plutôt des réponses intéressantes parce que on a fait plusieurs émissions qui s'est avérées relativement vraies et relativement vite après l'émission. Donc on se rend compte qu'on vise quand même assez juste dans les thématiques et dans les invités qu'on a. Donc c'est assez cool et on en est assez content. Ça a été des invités comme Gaspard G, Jocaris, Guillaume Moubèche, Actionnaire le média. Et là, on a quelques petites discussions en cours de quelques gros invités, mais bon, je tease pas plus. Trop bien. Bah, j'avais vu un peu, j'avais vu celui avec Guillaume et celui avec Gaspard, voilà, qu'on embrasse. Bien sûr. Très cool, ainsi que tes associés évidemment. Mais donc, écoute, c'est une très belle description. Je leak, mais c'est marrant qu'en fait, c'est vrai que c'est toi qui as le moins d'abonnés entre guillemets. Pourtant, je veux dire, ça veut rien dire, mais tu es du coup le CEO du Crayon. Du groupe, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer pour les gens qui sont en train de monter une boîte ou qui voudraient le faire, comment est-ce que ce type de décision se prend? Comment ce type de décision se prend? Non, mais c'est vrai, c'est une bonne question. Nous, pour le coup, comment vous êtes connus en fait? Est-ce que tu peux me raconter l'histoire? Après, on va. T'as raison. Alors, en gros, Sixine, c'est ma sœur, donc on s'est connus à sa naissance parce que c'est ma petite sœur. Ouais. C'est ma petite sœur. Et c'est un tout petit peu parti de nous deux dans le sens où Sixtine avait comme volonté un peu de parler à la jeune génération de politique. Moi, ça me parlait beaucoup parce que c'était des sujets que je regardais pas mal. Et moi, je trouvais qu'il y avait une approche sur le débat qui était vraiment intéressante. Donc, c'était un peu le mélange de ces deux trucs qui a lancé l'idée. Et très rapidement, mais quand je dis très rapidement, c'est vraiment quelques jours, quelques semaines après, je me suis retrouvé avec Antonin par un ami, parce qu'Antonin était un ami d'amis, et Jules parce que son ex, qui s'appelle My Better Self, qui est une créatrice, c'était une amie aussi de collège-lycée, et du coup elle m'a présenté Jules, et en fait ça a très vite fité, et on a lancé le projet tous les quatre. Quand on est en fin 2019 à ce moment-là. Ok, donc au moment où on tourne, voilà, ça fait. Ouais, un peu plus de ça, ouais, ça fait 4 ans, 5 ans. Ouais, 4 ans, 5 ans. Ça fait 4 ans, 5 ans qu'on s'est rencontrés et qu'on a commencé à lancer le projet. Et ça fait, on va dire, 3 ans et demi qu'on existe en tant qu'entreprise au sens business du terme, quoi. Et en fait, qu'est-ce qui fait qu'on est devenu, on est allé chacun sur ces verticales-là? Ça a été un peu, on va dire, c'est comme quand tu mets de l'eau sur un mur et t'as l'eau qui va prendre un chemin particulier. Ça s'est un peu fait de cette manière-là, c'est-à-dire en fait le chemin de la moindre résistance. En fait, on s'est rendu compte que moi j'avais vraiment cet ADN entrepreneurial. Le Crayon, c'est ma 3e boîte et j'en ai monté même depuis que j'ai lancé le Crayon, j'en ai même monté 2 autres, la Founders Night et Elise. Et donc en fait vraiment moi cette capacité entrepreneuriale d'aller mettre du mouvement, mettre du rythme, mettre du développement, c'est quelque chose que je fais vraiment très bien. Et donc très naturellement j'ai pris la place en fait de patron du groupe au sens le groupe au global, les décisions futures, les nouvelles offres, les nouveaux axes, tout ce qu'on développe et tout. C'est moi qui pilotais tout le rachat de Pépites de France, c'est moi qui l'ai piloté ou ce genre de choses, tu vois. Et de l'autre côté, on s'est rendu compte que Jules avait une grosse compétence sur la création de contenu, sur les influenceurs en mode genre comment on comprend un bon influenceur, qu'est-ce qu'est un bon influenceur, quelles sont les communautés. Donc il a pris à la tête de l'agence d'influence. Sixtine, elle avait vraiment une passion pour l'image, l'incarnation, comment on représente, comment on construit un personal branding. Donc elle a très rapidement pris la tête du surligneur. Et Antonin, c'était un peu le binôme Antonin et moi qui avions imaginé la première ligne édito du Crayon pendant le Covid, parce qu'en fait on était enfermés ensemble pendant le Covid, Antonin et moi, pas avec Sixtine et Jules. Donc c'est à ce moment-là on a vraiment construit la première ligne édito du Crayon. Ah c'est marrant, la chaîne YouTube est née de ça, parce que du coup j'allais y revenir, mais c'est
le premier succès du Crayon en tant que groupe, c'est la chaîne YouTube en fait, le Crayon. Exactement, c'est parti de là en fait. C'est-à-dire qu'on est devenu une boîte parce que nos réseaux sociaux ont bien marché. Et quand on dit nos réseaux sociaux, au tout début, on dit surtout YouTube. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les Reels, les TikTok, c'était très très naissant en fait comme truc. Ouais, 2020-2021, ça arrivait en 2022 quoi. Ouais, c'est exactement ça. Bon. Et donc, du coup, nous, heureusement, d'ailleurs, on a pris nous un peu la tangente avec ces nouveaux formats-là. Mais nous, à la base, c'était vraiment YouTube, le YouTube du Crayon, et on faisait des débats. Et en fait, on a vraiment travailler là-dessus avec Anto, et Anto maintenant aujourd'hui est le rédacteur en chef du Crayon et tout ce qu'il y a avec. Et les Pépites de France, on a nommé une directrice générale qui s'appelle Julie, qui est très forte et qui gère au quotidien. Nous on fait des points de report, j'en ai Instaprem, enfin, voilà. Trop bien, c'est très clair, du coup c'est stylé, voilà, c'était important de le dire quand même, donc là vous êtes un peu plus de 30 employés comme tu le disais, voilà, 3 ans, donc c'est quand même et ça les gens se rendent pas compte parce que c'est vrai que comme on est des créateurs, beaucoup de gens ont un peu ce truc de vous en êtes gros 5, exactement, on est des conférenciers, on est des Ouais. pseudo-journalistes et de temps en temps on fait un peu de business. Ouais. Mais en fait, c'est pas de temps en temps on C'est fait un pas peu de ça, business, c'est d'abord en fait on construit notre boîte et après on fait de l'incarnation, du journaliste, tout ce qui est avec. Petite pause, extrêmement rapide, juste pour te parler de notre plateforme Web Talent, qui permet aux freelances des réseaux de mettre leur profil et leur portfolio en avant auprès des créateurs de contenu. Donc si tu es monteur vidéo, graphiste, auteur ou n'importe quel autre métier qui a les créateurs comme clients finalement, tu peux voir les offres de recrutement qui sont live actuellement sur la plateforme et t'inscrire en 2 clics si tu le souhaites, via le lien en description. C'est complètement gratuit, j'espère que ça t'aidera à trouver de nouveaux clients, et si tu es créateur ou créatrice, j'espère que ça te permettra de recruter la future pépite de ton équipe. Merci beaucoup et retour tout de suite à la vidéo. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué parce que pas mal de gens en tant que médias nous le reprochent en disant vous pouvez pas vraiment être des bons journalistes si vous êtes en fait par le côté des entrepreneurs. Parce que conflit d'intérêts, parce que... Et moi, je suis profondément pas d'accord parce que c'est parce que nous, justement, on met notre peau en jeu en fait dans toute cette histoire, parce qu'on est vraiment en train de bâtir un truc sain, parce qu'en fait, on est, nous, capables d'aller comprendre toute la chaîne, que je pense qu'on a une légitimité qui est supérieure, je pense pas, mais différente d'un journaliste. Parce que nous, du coup, on est aussi entre guillemets, dans la réalité, dans le vrai monde de ce que ça doit être. Parce qu'aujourd'hui, un journaliste, quand tu regardes, il n'a pas de compte à rendre d'un point de vue économique, ce que tu veux. Son salaire, il est payé par, on va dire, la partie business des médias en place. Sauf qu'en fait, il ne comprend pas que cette partie business, tu peux pas tricher au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'elle doit exister. Et si elle existe, mais que toi, tu n'en as que cure, on va dire, à la fin... Très bien dit. Il se passe un désalignement total d'intérêt entre la partie business et la partie journalistique, et là tu te retrouves avec des clashs, et on te retrouve avec en gros 3 situations. Soit, on va dire, un média qui va dans 2 sens opposés entre son business et son journalisme, et ça c'est un problème. Soit un média dont le business model repose sur le fait de monétiser l'audience, et que l'audience te paye, et dans ce cas tu deviens en fait le serviteur de ton audience, ce qui est quand même assez malsain, parce que du coup, si tu vas contre cette audience, tu perds de l'argent, donc est-ce que tu es incentivé à le faire? Pas vraiment. Soit en fait tu es vraiment dans une logique de petite structure, parce qu'en fait tu es capable de faire tellement de vues ou de reach par rapport au nombre d'employés ou de coûts que tu as, que ça peut tenir, tu vois. En gros, c'est un peu la thèse de certains médias ou certains créateurs où ils pourront pas faire x10 en taille d'équipe, parce qu'ils pourront de toute façon jamais faire x10 en revenus et en vues et en tout ce qu'ils font, tu vois. Et comme nous, on a quand même l'ambition de vraiment créer un truc qui peut changer la société, parce que moi, ce dont j'ai un peu de mal, c'est qu'aujourd'hui, les influenceurs ont surtout leur visibilité et leur impact pour changer la société. Et c'est ouf, déjà. C'est déjà ouf. Mais il faut aller plus loin. Ouais. Je veux dire, j'ai l'impression que parfois, on est trop fiers en tant que génération de se dire « Ouais, Inoxtag, il est capable d'aller faire un projet comme Kaizen, Squeezie est capable de faire un projet comme GP Explorer, Billy est capable de faire un projet comme DTR. » Et c'est ouf, en vrai. Mais on peut aller encore plus loin. On peut aller encore plus loin. On peut bâtir des nouvelles entreprises, on peut bâtir des nouveaux services, on peut bâtir des nouveaux mouvements qui vont influencer la société. Enfin, on est vraiment capable d'aller construire des trucs de ouf. Et parfois, j'ai l'impression que quand t'es créateur, t'es tellement d'abord concentré sur le contenu, qu'en fait le contenu devient la finalité et plus le moyen d'accomplir quelconque objectif, tu vois. Vous, la finalité, c'est impacter la société positivement, comme vous le disiez, c'est le leitmotiv un peu... Exactement, réunir la société. C'est-à-dire que nous, en fait, toute notre thèse, c'est de se dire que si jamais on est incapable d'aller s'asseoir autour d'une table, comme on le fait là, et de discuter entre gens qui sont pas d'accord et qui ont même parfois des intérêts qui sont pas les mêmes, en fait, il y a un moment ou un autre, on va se retrouver avec une société qui est, dans le meilleur des cas, une société où chacun s'occupe de son truc, et dans le pire des cas, une société où ça se fait la guerre entre personnes qui ont des intérêts différents. Et nous, c'est absolument ce qu'on veut éviter, et nous, on pense que la meilleure manière de l'éviter, c'est de faire en sorte d'asseoir tout le monde à la table. Et le fait d'asseoir tout le monde à la table, c'est des émissions du Crayon, mais c'est aussi ce qu'on fait avec le pinceau en réunissant des leaders d'opinion et des influenceurs avec les grandes entreprises pour que ça crée du lien, que ça crée des projets, en créant des nouveaux leaders d'opinion et en créant des nouvelles personnalités fortes d'entrepreneurs avec le surligneur, en réunissant les gens avec leur pays aussi, tout le monde culturel, le lifestyle avec les villes de France. Donc c'est pas juste des émissions. C'est ça que je dis. C'est aussi des moyens, c'est l'application des Pépites de France, ça va te permettre d'aller visiter les endroits incroyables à 2 heures de chez toi.
Tout ça, c'est concret en fait. C'est pas juste du contenu. Et le contenu est ouf, mais il peut être en fait assez limitant en termes de puissance de frappe, quoi, tu vois. Pour vraiment réussir à avoir un impact cool, tu vois. Donc vous les mêlez avec les services, voilà, c'était une... Bah, du coup, voilà, le cadre là est vraiment Ouais, bien mais vraiment, posé, bien couvert. mais je prends un exemple pour moi qui me paraît être un exemple toujours hyper tranchant là-dessus, c'est la Carmine Corp. Ouais. Donc gérée par Arthur Perticose, créée par Kameto et Prime et tout. Moi je trouve que ça c'est ouf parce que certes c'est du contenu, un club d'e-sport c'est une forme de contenu, mais c'est aussi toute la création d'une génération, montrer de la fierté française, parce que c'est le meilleur club français, ils sont même d'ailleurs en train de devenir très forts en Europe, et tout ça, ça montre que ça fait rêver en fait, ça donne envie d'y aller, et c'est pas juste à travers le contenu, en fait, c'est à travers de la performance, littéralement, alors la performance se retransmet en contenu, mais tu vois, le foot, c'est pas du contenu, ça reste l'économie de l'attention, mais c'est pas du contenu, c'est de la performance, pareil pour l'e-sport, c'est de la performance. C'est quoi vos inspirations du coup en termes de boîte, parce que du coup tu m'as parlé au tout début de, je sais pas, du groupe Les Échos, etc. Pour les gens moins initiés que nous, parce que nous du coup on est en plein dedans, donc on est allé deep direct, on a mis les pieds dans le plat, mais si on dézoome, et pour les gens qui sont voilà, un peu plus éloignés on va dire de tout ce monde là, quand on entend ton pitch du début, on pourrait penser à un Webedia par exemple, on se dit ah ok, ils veulent construire un Webedia. Est-ce que, c'est quoi les boîtes un peu qui vous inspirent là tu me parles de Carmine, tu m'as parlé des Échos, et il y a Webedia qui peut rentrer dans quelque sorte dans le pitch. Non mais t'as raison, c'est une bonne question, c'est difficile. C'est quoi un peu les inspi pour illustrer pour les gens, tu vois Je trouve que Webedia c'est très fort, je connais pas si bien que ça pour être tout à fait franc tout ce qui s'y passe, j'y suis allé plein de fois, on a bossé plein de fois avec Webedia, mais il y a plein de choses que je connais pas de Webedia, j'ai pas assez creusé le sujet. Alors celui que j'ai beaucoup mieux creusé, c'est Vivendi. Alors certes, il y a la question de la politisation de son propriétaire. Mais je mets ça de côté parce que il n'y a pas que ça qui se passe à l'intérieur. Mais ça, moi, je trouve que c'est vachement intéressant. Le côté Havas en tant que grande agence, avec des chaînes de télévision et avec des business qui sont développés en interne du groupe. Ça tourne autour de la publicité quand même beaucoup, que ce soit... Je suis d'accord, c'est un peu ma limite. C'est racheter des médias, parce que là, vous avez racheté donc les Pépites de France, on pourra en parler un peu plus après parce que c'est intéressant, mais... Voilà, Webedia, donc ils font plein de choses évidemment. Il y a aussi une partie service, mais le gros du business, si je dis pas de bêtises, c'est quand même à la fin racheter des médias, se renforcer dans des verticales et vendre des packages de pub. Complètement. Et nous, on n'a pas envie de faire de la pub le cœur de notre business en fait. Et c'est presque d'abord ça en fait le statement. Ouais. Et là, aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler, pardon, petite parenthèse, mais de chiffre d'affaires? Donc le Crayon Group, c'est combien de chiffre d'affaires et la répartition approximative? Vous gagnez plus d'argent avec vos services aujourd'hui qu'avec vos médias? Ouais, on gagne plus d'argent avec nos services aujourd'hui. C'est un petit peu moins de 3 millions de chiffre d'affaires cette année, le Crayon Group. On vise d'aller faire un peu moins de x2 l'année prochaine et tout, donc on est sur des bonnes bases. La croissance est assez forte. Et en fait, nous, toute notre thèse avec ce Crayon Group, c'est aujourd'hui la publicité, donc le brand content, que ça soit Crayon ou Pépites de France, ça représente moins de 20% du chiffre d'affaires. Et les deux agences représentent 65% en gros du chiffre d'affaires. Donc les deux agences de personal branding. Exactement, personal branding, contenu RP et influence, événements et conseils. Donc le surligneur et le pinceau. Voilà, donc c'est pour expliquer aux gens, donc c'est quand même très différent d'un Webedia où aujourd'hui Oui, mais Webedia a aussi des agences. Plutôt, moi, ce qui m'inspire franchement peut-être le plus, ça va être un Bloomberg par exemple. Je trouve que Bloomberg est une boîte exceptionnelle parce que c'est un média d'information économique ultra respecté, tout étant en fait à la base une boîte qui vend du hardware d'information. Ils vendent les terminaux financiers pour les traders, en fait, Bloomberg. Et je trouve que l'alignement d'intérêt entre avoir une information de qualité et le business model de vendre des terminaux, il est total. Et en fait, c'est ça que nous, on veut faire. On avait été beaucoup inspiré avec mes associés par un entrepreneur qu'on avait rencontré au début du Crayon qui s'appelle Jean Moreau de Phoenix. En gros, lui, il a monté une boîte d'anti-gaspillage. C'est-à-dire qu'en fait, tout le but de sa boîte, c'est je gagne de l'argent parce que je vends des repas que j'ai réussi à ne pas jeter à la poubelle parce qu'ils auraient été jetés à la poubelle par d'autres grands groupes, d'autres grandes surfaces. Donc en fait, littéralement, son business model, son chiffre d'affaires, c'est plus j'économise, plus je permets d'avoir moins de gâchis, plus je gagne de l'argent. Total alignement d'intérêt. Comme les Too Good To Go, etc. Et c'est exactement, c'est le même genre de boîte, exactement. Et j'étais en mode putain, mais c'est génial ça. Comment nous, en tant que boîte du Crayon, on peut corréler notre chiffre d'affaires à cet impact-là. Avec un KPI positif, quoi. Exactement. Réel. Ouais. Et le KPI, c'est comment on aligne le chiffre d'affaires avec la qualité du contenu que le groupe propose dans tous ses canaux, y compris ceux des fondateurs. Donc toi, tu le mesures comment? C'est quoi votre KPI principal C'est difficile à dire parce que c'est pas encore parfait. Mais tu vois, typiquement sur les Pépites de France, on a une application et un média. Et plus notre média fait des vues et a du contenu de qualité, plus les gens viennent sur l'application et deviennent membres payants de l'application. Ouais, le compte Instagram est très gros, vous l'avez sûrement déjà vu passer. Voilà, on illustrera à l'écran et le lien sera en description de l'appli. 1,7 million d'abonnés. Et donc c'est très cool, c'est beaucoup. Et en fait, ça permet, tout ça, on doit avoir 2,3 millions d'abonnés, 2,4 millions d'abonnés sur les Pépites de France, sur tous les réseaux sociaux confondus.
mine de rien, si vous me permettez, c'est pas rien, mais 500 000 utilisateurs après derrière. Donc tu as un taux de transformation de 25%. Mensuel unique? Enfin, je veux dire, c'est quoi, Non, total, qui ont un compte actif sur la plateforme. Et on doit être à peu près à la moitié ou un tiers de gens qui viennent au moins une fois par mois sur l'app. Ok, bah c'est huge, ouais. Ouais, c'est beaucoup. Enfin, pour une app comme ça, c'est niche, quoi, quand même. Et surtout, c'est 25%. 25% des gens qui suivent se retrouvent à télécharger l'application. Et ça, c'est parce que le contenu et l'app sont super alignés. Et c'est ça que nous, on a envie de faire. Comment on crée en fait des modèles de rémunération qui sont hyper alignés avec notre contenu, tu vois. En gros, c'est comme Fast Good Cuisine qui monte Pepe Chicken. Parfaitement aligné. Si jamais il fait de la merde en contenu sur la bouffe, les gens vont avoir moins confiance en Pepe Chicken. Si Pepe Chicken fait de la merde en qualité de bouffe, les gens vont avoir moins de confiance en Fast Good Cuisine. Ouais. C'est all-in, quoi. Ouais. Exactement. Mais d'un autre côté... C'est très vertueux quand ça marche et c'est très foireux quand ça marche pas. Oui, mais du coup, ça te force à être réglo. Ouais, à être bon, à être réglo, à être moi, aligné. Je suis obsédé par le fait de... Les gens ont compris que tu étais réglo parce que tout s'écroulerait si tu ne l'étais pas. Et moi, j'aime bien cette idée-là, tu vois. C'est une forme d'exigence quotidienne. Tu peux pas tricher. Tu peux pas prendre de sponsors qui sont horribles juste pour prendre de la thune. C'est beaucoup plus... En fait, c'est comme si tu t'auto-censurais des conneries ou de toute la malhonnêteté dont tu pourrais faire preuve. Tu alignes les intérêts de tout le monde, en fait. Tu vois. Ouais. C'est très clair. Écoute, merci beaucoup. J'ai envie qu'on parle un peu de cette fameuse convergence. Alors j'ai 2 points pour ça. Vous réunissez, comme je le disais en intro, des gens qui habituellement ne se parlent pas. C'est juste que les plateformes, les supports sont pas les mêmes. Il y en a qui sont à la télé, dans les médias tradis, et d'autres qui sont sur YouTube et les plateformes. Et toi, tu réunis un peu ces gens-là. C'est quoi ton analyse sur cette convergence ces 3 dernières années où, pour résumer, en fait, il y a de plus en plus de créateurs de contenu qui veulent devenir entrepreneurs. Il y a des infopreneurs qui deviennent créateurs divertissement. Il y a des médias qui veulent se brancher avec des créateurs. En fait, tout ça est en train de se mixer, de se mélanger un peu. C'est ce que tu disais. Et donc toi, tu y participes. C'est quoi ton analyse sur ça? Complètement. Alors déjà, nous, c'est important. On a très envie d'y participer. On y participe. Mais en plus d'y participer, on a envie d'y participer de plus en plus parce que nous, c'est une thèse qu'on a depuis le début du Crayon. On avait appelé ça la convergence des écosystèmes pour donner des termes un peu pompeux. On adore donner des termes un peu pompeux chez nous. C'est notre biais un peu de théoricien constant du rien, tu vois. Donc voilà. Et en fait, la convergence des écosystèmes, ça venait du moment du Covid, où tu as eu 2 choses hyper intéressantes au moment du Covid. La première chose, c'est que tu as eu toute une partie des gens qui sont passés de mainstream à, on va dire, anti-système. Plein de gens, je ne vais pas tous les citer, mais il y en a plein, ils étaient parfaitement intégrés dans le système, et depuis le Covid, à peu près cette période-là, ils ont basculé un peu hors système, dans la considération que les médias traditionnels ou l'intelligentsia, un peu le cercle un peu médiatique parisien, le considéraient. T'as des exemples ou pas pour André Berkoff, journaliste hyper connu, qui a fait du iTélé, du CNews, je crois qu'il a même été sur le service public à une époque, et aujourd'hui il est sur Sud Radio et c'est le seul canal un peu traditionnel sur lequel il est, sinon il est plutôt sur YouTube et sur les chaînes et tout ce que tu veux, tu vois. Un vrai délire. Pascal Boniface, il est passé du service public à sa propre chaîne YouTube. Pascal Boniface, on parle d'un type, si tu l'écoutes sur le conflit israélo-palestinien, il y a peu de gens qui ont une analyse aussi... on va dire, j'allais dire nuancé, c'est pas le bon mot, mais avec autant de recul de ce conflit-là. Alors lui, il est plutôt pro-palestinien, mais peu de gens ont autant de recul. Et le mec, il est plus sur le service public aujourd'hui, il est plus vraiment invité sur le service public, tu vois. Alors que pourtant, on parle d'un gars, il s'est fait toute sa vie dans les médias, et puis là, tout d'un coup... Il y a un avant après Covid. Ouais, Covid, alors là, pour le coup, c'est plutôt conflit israélo-palestinien, mais tu vois, conflit israélo-palestinien, Covid, élection française, mais aussi américaine, et tout ce que tu veux. On va dire les grandes crises un peu mondiales. Ouais, même le Web3, le Bitcoin, enfin, tu vois, il y a eu pas mal plein de moments, là, depuis 2020, il y a eu plein de sujets comme ça qui ont fait shifter les gens d'un truc à l'autre. Et nous, on se disait, c'est pas normal. C'est pas normal qu'un gars comme Pascal Boniface se retrouve à devenir anti-système. Mais de l'autre côté, c'est anormal qu'un Yomi Denzel soit considéré comme anti-système. C'est anormal qu'est-ce que je prends d'autre comme exemple c'est anormal qu'un Idriss Aberkan soit considéré comme anti-système. C'est anormal, qu'est-ce que je prends d'autre comme exemple? Enfin, je vais pas prendre des exemples en veux-tu, voilà, mais voilà, tout ça c'est un peu bizarre parce que c'est pas très clair de pourquoi eux et pas d'autres. Enfin, c'est souvent d'ailleurs en fait un peu une forme de délit de sale gueule et pas forcément sur des questions de couleur de peau ou autre, mais plus sur des questions de marketing de la personne, de ce qu'on va en dire, d'épiphénomènes et tout, tu vois. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que ça ne pose absolument aucun problème qu'un Nicolas Sarkozy ait un bracelet électronique et passe à la télé. En revanche, un Yomi Denzel ou un Idriss Aberkan qui n'ont absolument rien de condamnation là-dessus, eux pour le coup c'est plus problématique. Et là, tu es quand même obligé en tant que citoyen de te poser une question. Attends, pourquoi quand même? Ouais. Pourquoi il y a un mec qui est condamné versus un mec qui ne l'est pas? Le mec qui est condamné ça va, le mec qui ne l'est pas ça va pas. Donc toi tu veux briser ces clans-là, c'est ça l'objectif? Je veux les briser, mais c'est surtout
ils vont se briser, tout seuls, inévitablement. Quand il y a un déséquilibre dans un marché maintenu par une pression d'un côté ou de l'autre de la balance, il y a un moment où la pression d'un côté devient trop forte et la pression qui est mise artificiellement, elle pète. La résistance, elle pète. Et nous, on est là aussi pour aider à faire en sorte que cette résistance, elle pète. Pas parce qu'on veut brouiller les codes, on veut tout changer, juste parce qu'on veut un peu de justice. Il est anormal qu'on... Là, on parle beaucoup d'entrepreneuriat en France, par exemple, en ce moment. Il est anormal qu'on porte au nu des entrepreneurs en disant « Regardez à quel point ils sont géniaux !» Et Yomi Denzel, non. Enfin, c'est une blague ou quoi? Enfin, je veux dire, c'est littéralement un des mecs qui influence le plus positivement la volonté d'entreprendre, la volonté de prendre des risques, la volonté de se dépasser. Et on le sait, toi et moi, de source sûre, parce que tu t'occupes de son contenu sur YouTube. Nous, on a prodé plusieurs de ses émissions, donc on l'a vu, on était le premier à avoir les yeux dessus, tu vois. Donc ça, je précise que Valorant n'est pas sponsorisé par Yomi Denzel. Pas du tout, pas du tout. Et moi non plus. Yomi Denzel que j'ai reçu ici d'ailleurs, voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas le bonhomme. On l'embrasse, Yomi. Mais ce que je veux dire par là, et c'est très important, c'est de comprendre qu'il n'y a aucune raison objective. Il n'y a qu'une raison en fait de... Quand je dis délit de sale gueule, et encore une fois, c'est pas une question de couleur de peau ou d'origine, c'est vraiment une question d'image. Exactement. De RP, quoi. Exactement. Et donc ça, c'est la convergence d'écosystèmes entre, on va dire, là pour le coup, médias mainstream et on va dire nouveaux médias, néo-médias, médias anti-système, peu importe la manière dont tu veux le formuler. Et donc ça, c'est le premier pôle. Le deuxième pôle, c'est entre les nouvelles puissances et les anciennes puissances. C'est-à-dire les nouvelles personnes qui ont émergé et les personnes qui ont toujours été un peu là. Là, je vais prendre l'exemple de moi sur M6, où je suis devenu chroniqueur sur M6. Enfin, je suis devenu chroniqueur sur M6 parce que je suis une voix de la nouvelle génération. Par la force des choses, je le suis devenu. Une Sixtine sur BFM Business, c'est pareil. Un Gaspard G sur France Inter, c'est pareil. Et ça... pardon, je me permets de te couper, mais c'est typiquement de ce genre de choses dont je voulais parler. Donc, Gaspard G, typiquement sur France Inter, j'ai vu qu'il s'était fait bâcher. C'est-à-dire que, tu sais, voilà, il y a en gros contexte. Gaspard G, maintenant, il fait quoi? Il fait la matinale sur France Inter. 7h30, 7h30. Voilà, bon bref, il a une chronique récurrente. Enfin, il est le monde de Gaspard G, je crois. En gros, il parle de géopolitique. Gaspard G, qui est donc créateur de contenu, youtubeur. Avec qui j'étais associé sur Élise. Bien sûr, on va en parler après. Du coup, Élise, très stylé, on en parlera après. Mais donc voilà, Gaspard G, qui est youtubeur donc initialement. Et qui se retrouve sur France Inter, et donc on a tous les journalistes qui sont arrivés, c'est ça, qui sont en mode mais comment ça nous ça fait 10 ans qu'on charbonne pour être à l'antenne. Normalement il y a un parcours à faire, etc., des barrières à passer pour pouvoir arriver là, et lui juste parce qu'il est un peu connu il y arrive, etc. Et donc en fait c'est quoi ton avis sur ça, et est-ce que pour toi ça va continuer, est-ce que c'est une bonne chose ou pas, ces journalistes-là, est-ce qu'ils ont raison? Alors j'irai sur le détail de l'affaire spécifique si tu veux autour de Gaspard, mais j'aimerais globaliser un tout petit peu le sujet parce que je trouve que s'arrêter que sur Gaspard, c'est dommage. Non mais c'est une illustration du fait que ces mondes-là se mélangent. Mais moi j'aimerais déjà justement faire la fondamentale, parce que la fondamentale elle va se répéter. La fondamentale, c'est que les médias traditionnels sont globalement en perte de vitesse par rapport aux nouveaux médias. C'est pas vrai partout ce que tu veux. France Inter fait encore des très 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 bons scores, il faut se dire la vérité. Est-ce que tu penses qu'il y a une volonté d'aller faire ce switch, tu sais, voilà, à l'époque, même Ardisson a admis lui-même que Internet c'était un vrai truc quelques années après, mais donc avant il y avait un peu ce dédain de la part des médias tradis envers les créateurs. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Toi, t'es bien placé pour l'observer et l'analyser. Oui, en fait, il y en a c'est toujours le cas. Il y a toujours un peu le cas, mais en gros, donc, première catégorie, les gens qu'on a considérés un peu anti-système ou pas mainstream, qui vont de manière ou d'une autre devenir mainstream. Et la preuve pour moi la plus éclatante, c'est l'émission BFM Business que Yomi et moi avons fait dans un lycée à Montreuil. Ok. BFM Business Yomi, c'était la première fois, si je dis pas de bêtises. Ça va être le début, à mon avis, de plein de médias mainstream qui vont se dire mais il n'y a aucun problème à faire venir Yomi, c'est tout à fait légitime. Ce qui n'était pas trop le cas il y a 2 ou 3, 4 ans, tu vois. Bref, ça c'est le premier truc. Donc c'est le côté plutôt anti-système, pro-système. Ce qui n'est pas le cas de Gaspard G et moi, parce que Gaspard G et moi, on est plutôt dans le système depuis le début, tu vois. On n'est pas vraiment anti-système. Oui, ou, mais je trouve que Gaspard G, c'est plus simple à comprendre que toi, dans le sens où lui, c'est quand même un youtubeur, et c'est pour ça qu'il s'est fait taper dessus. Enfin, je pense pas que toi, t'as pris le même bashing non, que mais lui. Ce que je veux dire, c'est que Gaspard et moi, on a reçu Macron à nos micros. Gaspard et moi, on a fait Élise, on était déjà dans tous les médias. Enfin, on n'est pas on a déjà été invités et mis en avant positivement par tout un tas de médias. Déjà connecté, quoi. C'est jusque là, on a récupéré un siège. Moi sur M6, Gaspard sur France Inter, Sixtine sur BFM Business, enfin, ce genre de considération. Et je fais exprès de dire Sixtine et moi sur BFM Business M6 pour montrer que c'est pas juste un phénomène France Inter, c'est en fait un peu partout. Parce que là, c'est quand même 3 entités différentes, service public, groupe M6 et groupe BFM RMC. Donc t'as quand même 3 entités différentes qui ont fait le même constat. C'est quand même intéressant, tu vois, comme truc. Et c'est pourquoi qu'ils vous invitent, tu sais ou pas? Bah c'est parce qu'en fait, ils se disent aujourd'hui, en gros, nos audiences vieillissent plus vite que l'âge de la population. C'est-à-dire qu'en gros, quand il se passe une année, leur audience ne vieillissent pas de 1 an, vieillissent de 1 an et demi.
C'est un exemple, mais tu vois le délire. Et du coup, il y a un moment, il faut rajeunir. Et du coup, pour rajeunir, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu prends des gens jeunes? Oui, c'est quand même plutôt une bonne idée pour rajeunir. Mais est-ce que tu prends juste des gens jeunes? Non, tu prends aussi des gens jeunes qui sont connus des jeunes. Et qui parlent aux jeunes. Qui parlent aux jeunes et qui ont déjà des jeunes. prouvé que en fait, leur discours avait de la valeur, avait de la portée et tout ce que tu veux. Mais est-ce que c'est hypocrite du coup? Tu m'as dit qu'il y avait toujours un dédain de la part des médias. Moi je pensais Non, qu'il y avait parce une que réconciliation. je pense qu'en fait, non, moi je pense clairement pas qu'il y ait des réconciliations pour l'instant. Je pense que ça restera une bataille. Pas forcément violente, hein, mais ça restera une bataille parce que je suis convaincu que c'est trop difficile pour un journaliste à qui ça fait... Et ça, vraiment, il faut avoir de l'empathie là-dessus. Ouais. C'est trop difficile pour un journaliste, ça fait 10-15 ans qu'il bosse pour se retrouver un jour à la caméra ou au micro, on va dire en public, quoi, tu vois. Et tu lui expliques qu'il se fait prendre sa place par un mec qui, lui, il a l'impression qu'il vient de débarquer. Qui fait des reels sur Insta. Ouais, je comprends que lui se dise comment ça, il fait des reels sur Insta. En fait, le problème de cette personne-là, c'est de ne pas comprendre qu'en fait, il a suivi un système qui ne croyait pas en lui-même. Le système ne croyait pas dans sa propre reproduction. Le système a bien vu qu'ils étaient en train de se faire disrupter. Je veux dire, Gaspard, la moindre vidéo YouTube qu'elle fait, elle fait des centaines de milliers de vues. Le Crayon, la moindre émission que ça fait des centaines de milliers, des millions de vues sur les réseaux sociaux. Donc évidemment qu'à un moment, tu te poses la question de est-ce que je prends ce risque avec ce journaliste ou est-ce que je m'assure avec un truc qui a déjà fait ses preuves. Et après, derrière, il y a la question de la légitimité. Gaspard G n'a pas de carte de presse, Valorant n'a pas de carte de presse, Sixé n'a pas de carte de presse. Je prends pas l'exemple des autres créateurs qui sont sur les médias, mais tu vois le délire. Ouais, mais en fait, ça, pour le coup, c'est le discrédit que la profession s'est apporté sur elle-même. Parce que la carte de presse n'est plus devenue un bouclier pour prouver que ça disait ou la vérité ou des choses vérifiées. En gros, il y a eu tellement de conneries dites par des gens avec des cartes de presse. Tellement de conneries. C'est ça que tu veux dire. Et je prends un exemple ultra récent et en même temps ultra niche pour montrer vraiment à quel point le diable est dans les détails. Il y a eu un article de presse sur les mecs du business en ligne qui font des trucs OnlyFans et tout ce que tu veux. Un article du Monde. Ah, j'ai vu. Dans cet article du Monde, le premier nom qui est cité, c'est le nom de Antoine Blanco. Qui ne fait pas ça. Ah, c'est rien à voir, ouais. Il suffit juste de taper sur sa chaîne YouTube, Antoine Blanco, de cliquer sur la première vidéo, tu comprends qu'il fait pas ça. Et je me dis, c'est récent, c'est pour ça que je dis ça, c'est pas ah là on a déconné pendant certaines périodes, mais là on s'est remis. Non, t'as le droit de vérifier. T'as le droit de pas entacher la réputation d'un être humain parce que t'as pas vérifié alors que c'est ton boulot, quoi. C'est quand même un gros délire. Je veux dire que parfois ça m'arrive moi de me prendre des critiques soit de journalistes, soit même de gens sur les réseaux sociaux parce que je dis ça. C'est anormal qu'on ne critique pas. Ça paraît normal qu'on critique ça. Ouais, en fait, il y a eu un effet de bord où ces journalistes-là profitent de l'effet immunité carte de presse. Là où en fait quand t'en as pas, t'es obligé de te baquer juste en disant pas n'importe quoi. C'est-à-dire que quand t'es Gaspard G, ou quand t'es un média, Le Crayon ou autre, tu vérifies tes sources un minimum ou tu fais en sorte de pas... Mais parce que nous on est challenger. Ouais. Donc nous on va constamment nous dire qu'on n'est pas assez sérieux. On va constamment dire Gaspard G n'est pas assez sérieux, Le Crayon ils sont pas assez sérieux, Côté Crayon c'est assez sérieux, les John c'est pas assez sérieux. Enfin un peu ce bloc de 4 on va dire de trucs centraux qui existent, tu vois. Ouais. Mais ce truc là, la réalité c'est que nous on bosse comme des dingues parce qu'on sait justement qu'on nous loupera pas. On sait qu'on ne fera pas le moindre truc. Et je suis désolé, mais quand tu regardes une émission du Crayon et que tu regardes les notes en commentaire et qu'il y a plusieurs fois par minute une vérification de source avec des liens et tout ce que tu veux, désolé, aujourd'hui les médias font moins bien que ça. C'est juste le cas. Et on va me dire, oui, mais nous on vérifie les faits en amont. Bah ouais, la preuve avec Antoine Blanco que c'est le cas. Vous le vérifiez pas. Bon après voilà, c'est une erreur aussi. Oui, mais pas attaquer le monde on va dire pour ça, mais c'est quand même une grosse erreur. C'est dommage. J'ai une grosse affection pour le monde, j'ai des amis qui bossent au monde, donc moi il y a pas de, faut pas oublier, moi j'ai des amis dans la porte. Mais c'est le disclaimer, on ne fait pas de généralité, mais voilà. Moi je fais jamais de généralité. Généralement j'ai des amis quasiment dans tous les milieux, tous les écosystèmes et toutes les boîtes, donc j'ai pas de sujet là-dessus par rapport à ça. Je suis pas en train de dire le monde c'est mal. Je suis en train de dire on ne peut pas en tant que classe journalistique avoir un biais de je sais mieux que toi quand il y a des erreurs manifestes graves qui nuisent à la réputation de quelqu'un, qui sont en plus des choses vérifiables en une putain de recherche Google. Ça c'est réel. Et on peut pas se dire on va se dire non mais tu forces un peu, t'exagères, c'est difficile comme métier. Je suis d'accord que c'est difficile, mais pas de leçon avec un aplomb fou sur Gaspard G, la légitimité, Valorant, la légitimité, Sixé, la légitimité, quand en fait vous faites des erreurs comme tout le monde, on est humain. Juste, est-ce qu'on peut accepter que du coup la carte de presse ça veut pas dire je dis la vérité tout le temps? On parle de bonne foi et d'objectivité plutôt que de vérité absolue. Moi j'aime bien, parlons de bonne foi et d'honnêteté. Ouais. Et d'humain juste qui est derrière, qui fait souvent de son mieux on va dire pour aider et qui peut faire des erreurs. Non mais nous on a eu un article dans France Culture par exemple qui était assez à charge. Le jour quand on a reçu Macron, on a un article, l'interview de Macron n'était pas sortie. Donc l'article nous critique, l'interview n'est pas encore sortie. Tu vois à quel point on fait le travail, bref.
tu vois l'idée. On a eu, très intéressant, d'ailleurs important, je le précise pour la caméra et les gens qui nous regardent, on a rencontré la personne qui a fait l'article parce que je lui ai envoyé un message en disant bonjour, est-ce qu'on peut se rencontrer, tout ce que tu veux. Parce que moi, on me critique, je rencontre, je discute, j'explique ce qu'on fait, je vulgarise, je fais de la pédagogie, parce que je trouve ça, que c'est notre rôle, de si quelqu'un a autant parlé en mal et en pas vrai de ce qu'on est, c'est que nous on a fait une erreur sur comment on explique ce qu'on fait. Donc c'est à moi de faire amende honorable et de venir au gars pour aller lui expliquer. J'estime que c'est la base du C'est crayon. une belle approche. Okay. Ouais, plutôt que de lui envoyer des grosses threads sur les réseaux sociaux en disant ce mec là est une horrible personnage, c'est que c'est sur une guerre ouverte quoi. Ouais. Mais bref, ce gars-là, j'ai du coup découvert en le rencontrant qu'il était pas journaliste. C'est pas grave, tu vas me dire, moi j'ai aucun problème avec ça. Sauf qu'en fait, il critique le crayon parce qu'il met dans un de ses 4 paragraphes, ces 3 paragraphes, le crayon, virgule, un média sans journaliste. Je suis en mode, attends, il y a un mec qui est pas journaliste qui nous critique d'être un média sans journaliste en faisant une chronique sur France Culture. Et là, j'étais en mode, je comprends. J'avais pas la ref de cette histoire, c'est marrant. Je comprends pas, mais je comprends pas. Et je me dis, mais comment en tant que média traditionnel, t'as envie de créer de la confiance auprès de toute une population quand t'as autant de contradictions au sein de tout ça? Alors que pour moi, les médias traditionnels, ils sont pas du tout tous mauvais. Il y a plein de choses bien qui sont dedans. C'est juste ne pas avoir cette prétention et cet aplomb de nous, c'est le top et c'est infaillible, vous, c'est nul et qui est il y a un peu de nuance quoi. Ce qui est un peu le mood ambiant. Ouais. Et donc toi, c'est quoi ton objectif pour ça? Est-ce que réunir ces médias? Tu vois ce qui se passe avec France Inter, je trouve ça génial. Ça réunit France Inter et Gaspard G, c'est génial. Exactement. Je voulais qu'on finisse sur ça, sur une note positive quand même, parce que là on dirait que t'es en guerre ouverte contre. Mais non, pas du tout. Le but justement, et c'est ce à quoi moi je te vois à l'œuvre en fait tous les jours avec tes associés et tout. On se bat avec ça. On a une agence de relations presse qui permet de mettre des profils plus entrepreneuriales dans les médias. Ça a permis de créer des chroniqueurs sur certaines chaînes, ça a permis de faire un truc. Juste qu'il y a plein de choses que je dis pas publiquement parce que j'ai des contrats moi aussi avec mes clients. Certains de mes clients, ils ont pas envie qu'ils sachent que c'est nous derrière. Et c'est leur droit le plus strict. Mais non, nous on est en guerre ouverte avec personne. Ouais. Nous, on ouvre le dialogue. En revanche, on pense que dans le dialogue, c'est sain qu'on dise ce qu'on pense. Et si jamais les gens sont pas d'accord, ils m'écrivent un message, on se fait un café, on en parle en privé ou en public en fonction de ce qu'ils souhaitent. Nous, on essaie juste d'être le plus transparent sur ce qu'on fait, de donner notre avis. On pense que c'est important de dire la vérité. On s'est battu en tant qu'entrepreneur avec le crayon pour pouvoir avoir le droit, la possibilité et l'ampleur pour pouvoir dire ce qu'on pense. On dit pas qu'on dit la vérité tout le temps, on n'a pas cette prétention-là. On dit notre vérité, notre point de vue, notre perspective, et si les gens ne sont pas d'accord, ils sont bienvenus sur le crayon pour en débattre et en discuter. On ne demande que ça, nous. On n'est absolument pas violent, virulent. D'ailleurs, on ne cible personne nommément. On essaye le plus possible de ne jamais mettre une cible sur quelqu'un. Moi, je supporte pas ça. Il y a des gens qui font ça, notamment en politique. Moi, je trouve ça détestable de mettre une cible dans le dos des gens. Non, nous, on dit juste, il y a toute une génération qui a hyper envie de créer des médias, d'aller créer du contenu, d'aller passionner les gens de sujets de science, d'histoire, de faire des blagues, de l'humour, du divertissement, des trucs un peu fous, de construire des projets dingues. Poussons cette génération. Et sur pas d'avoir ce truc de il y a les médias traditionnels, il y a les nouveaux médias et les créateurs. Et on est chacun dans notre coin. Et non. Mais non, tu vois, quand tu regardes Top Gear avec Villebrequin, c'est une bête de collab. Quand tu regardes. Ça se fait de plus en plus, quoi. Ouais, bien sûr. Ça va s'accélérer, toi, c'est ce que tu dis, parce que c'est inévitable, en fait. Et je le dis parce que nous, en plus, on discute avec plusieurs chaînes, et oui, on va nous pousser des projets comme ça. Alors, évidemment, avec les canaux du crayon et les 4 fondateurs, mais aussi avec d'autres. Il y a des projets qui arrivent et qui sont vachement cool par rapport à ça. Trop bien, trop stylé. Moi, je suis pas en train d'avoir un discours de mec dans sa chambre qui a passé trop de temps sur des forums Reddit, tu vois. Moi, j'ai un discours du gars qui est sur le terrain, qui mène des discussions toute la journée avec différents acteurs de cet écosystème-là et qui essaie de faire bouger les lignes. Le discours que j'ai en public, j'ai le même en privé, quoi. En fait, c'est aussi con que ça. Et je trouve ça ouf d'avoir en fait ce truc un peu où tout le monde est policier parce que tout le monde a peur un peu de perdre sa place, ce que tu veux. Non, il n'y a pas de raison en fait, tu vois. Puis si tu perds ta place, le public sera témoin et le public voudra ou pas que tu ailles ailleurs et du coup, un ailleurs verra ou pas l'opportunité de te prendre par rapport à la réaction du public en fait. C'est quand même eux qui jugent. Et dans les médias, c'est pareil. À la fin, même les médias traditionnels, c'est le public qui juge, même dans les médias traditionnels, parce que quand tu fais, je prends l'exemple de la presse écrite. La presse écrite, ils sont passés de 600 millions d'euros de revenus publicitaires en 2000 à 180 millions en 2019. Et c'est encore pire depuis 2019. Ça fait mal, oui, bah oui. Ça fait très mal. Depuis le Covid, ça... Mais du coup, tu comprends bien qu'il y a un problème de support. Et du coup, tu as deux réactions. Je ne comprends pas, moi je fais de l'écrit. Et du coup, tu te prends le mur. La presse écrite, ça compte, c'est le papier ou c'est la presse écrite même sur Internet? Papier, oui, alors justement, là c'était presse écrite en tant que boîte dont la priorité est le papier, mais qui n'a pas que le papier. Ok, je vois. Mais donc du coup, face à ça, deux réactions. Ah non, mais nous on est un papier, nous on fait le papier, nous on est le papier. Ok, bah du coup, t'es en danger de mort, littéralement, et je te citerai pas les médias, mais ceux qui connaissent le sujet sauront lesquels on parle. Puis tu vas voir à l'inverse Le Monde, Le Figaro,
qui est en mode, bah du coup il y a moins de papier, mais du coup il y a du digital à faire, de nouvelles émissions, il y a de nouveaux projets à monter, ce que tu veux. Et aujourd'hui, le Figaro et Le Monde, c'est quand même des médias relativement sérieux. Bon, il y a eu l'histoire avec Antoine Blanco, mais c'est un média relativement sérieux, c'est des bons médias, c'est des médias rentables. Le Figaro en tant que groupe et Le Monde en tant que groupe, c'est rentable. Ça fait plaisir, c'est beau. Il y a des gens qui ont bien réagi. On n'aime pas, c'est notre cam, c'est notre... Très bien. Ouais. Ça reste une belle réaction par rapport à un changement qui était difficile pour eux. Et moi, c'est ça que j'encourage. Comment on crée de la compétitivité à l'échelle d'un écosystème, quoi. Bien sûr, ouais. C'est intéressant ce que tu disais avant aussi avec le fait d'oser. Il y a... C'est ce que vous faites, je trouve. Bon, tu l'as dit, t'as un podcast qui s'appelle Contre-courant où vous essayez de... En fait, challenger les idées, quoi. Voilà, c'est ça. Essayer de ne pas forcément rester lisse, essayer de prendre du risque, entre guillemets, essayer de faire bouger les lignes, comme tu disais. Il faut oser, en fait, pour ça. Et moi, j'ai entendu plusieurs fois... je crois que c'est quelque chose qui vous est reproché parfois, etc. C'est d'avoir une teinte trop politique sur Le Crayon, donc la chaîne YouTube qui est une chaîne de débat, comme tu l'as dit au début. Est-ce que tu peux expliquer un peu vraiment ce que c'est l'objectif sur la chaîne Le Crayon? Est-ce qu'il y a une teinte politique ou pas? Qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent Le Crayon c'est une chaîne YouTube de droite ou de gauche, parce qu'en fait ça dépend où tu te positionnes. Parce que Paris Centre, on n'est pas dans Paris Centre, mais dans Paris, et avec des écosystèmes un peu de créateurs de contenu, de marques et de médias, on va trouver que c'est plutôt de droite. Je te garantis que si tu vas à la campagne et que tu regardes les gens qui nous suivent à la campagne, parce que je te dis, parce que ça m'arrive régulièrement d'aller à la campagne et de me faire reconnaître par des gens et tout, eux ils pensent qu'on est des bobos parisiens de gauche. Faut quand même rappeler cette histoire-là. C'est-à-dire qu'en fait, nous, pour le coup, je le dis, c'est aussi parce que Paris est un écosystème très lisse et très, on va dire, un peu centre-gauche ou gauche bien pensante, peu importe le terme que tu veux, et il n'y a pas de jugement de valeur. C'est un peu un constat que du coup les gens se disent on est plutôt de droite. Si tu vas à des gens de la campagne qui sont pour le coup eux plutôt à droite, eux ils vont penser qu'on est des bobos parisiens de gauche. Et c'est important de le rappeler, parce qu'en fait on est le reflet de ce que tu crois être l'opposé en fait. Et je le dis parce que nous, évidemment qu'on n'a pas d'ambition politique de réussir à faire en sorte que la droite gagne, la gauche gagne, on s'en fout de ça. C'est quoi le droit de discuter, quoi, en fait. C'est assez fou comme truc. Et surtout que moi, c'est vraiment un truc qui me marque beaucoup parce que je trouve ça vraiment tellement dommage. En fait, c'est tellement c'est tellement une forme de criminalisation de la pensée. On a un média de débat. Donc en fait, évidemment que tu vas entendre l'opinion du mec avec lequel t'es pas d'accord. Sauf que s'il faut que tu considères qu'un média neutre, c'est un média avec lequel t'es d'accord, t'as pas compris ce que c'était que la neutralité. En fait, c'est vraiment pas ça la neutralité. Ou en tout cas, le pluriel, être pluriel, être diverse dans ses invités, tout ce que tu veux. Enfin, je veux dire, il y a combien de médias qui reçoivent des gens de la campagne, des gens de milieux sociaux très 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 pauvres, des gens qui viennent de toutes les réalités différentes. Il n'y a que le Crayon qui fait ça, en vrai. Enfin, je veux dire, les médias traditionnels qu'on va considérer comme eux, peut-être plus centraux, c'est pas vrai. C'est tous des gars qui sont qui sont du même sérail, tu vois. Si tu veux voir un média où il y a vraiment des profils de gens très différents, il n'y a que le Crayon où tu peux vraiment aller. C'est ça, c'est que moi je trouve ça. Si tu veux mon avis personnel, je trouve que c'est dur à étiqueter comme chaîne parce qu'il y a des chaînes qui sont orientées, mais même qui l'assument, tu vois, parce qu'il y a un message à porter, etc. Donc c'est pas mauvais. Canard Réfractaire, Blast, Valeurs Actuelles, voilà, exactement. Ouais, non, mais je suis d'accord. Et donc. Moi, je pense que c'est ce qui a fait aussi le succès assez rapide de la chaîne du Crayon, c'est que en fait, tu vois de tout dedans et t'es constamment en tant que viewer, on va dire, si on parle juste pas entertainment, mais tu vois qualité de contenu comme on disait avant, t'es toujours stimulé quoi en tant que viewer et t'as toujours quelque chose de nouveau et tu sais que ça va pas être une énième vidéo pour défendre telle idéologie ou tu vois. Parce que c'est usant en fait. J'ai envie de dire aussi que quand t'as un parti pris politique, t'as une certaine forme de non-renouvellement de tes contenus en fait, presque par définition. Si ton but c'est de toujours dire que les riches sont méchants, ou si ton but c'est de dire que c'est toujours la faute de l'immigration, côté un peu gauche ou côté un peu droite, t'auras toujours une grille de lecture pour dire ça quoi. Et donc du coup t'es jamais capable de dire quand un riche fait une bonne chose ou quand l'immigration a été positive dans un domaine. C'est quel niveau de qualité d'information que tu veux avoir quand tu fais ça quoi, tu vois. Nous on est juste en train de se dire, est-ce qu'on a le droit de parler des sujets avec un angle pour, un angle contre, un angle d'accord, un angle pas d'accord. Parce que c'est ça pour nous, on pense que la vraie construction de la pensée, c'est ce qu'on appelle la dialectique. La dialectique, c'est un dialogue socratique avec soi-même, du pour et du contre. Qu'est-ce que je prends comme exemple ? Un exemple pas trop politisé mais intéressant quand même. Est-ce que l'Europe, par exemple, est-ce que l'Europe doit interdire les réseaux sociaux américains maintenant qu'ils laissent tout ouvert et il n'y a pas de... Pour avoir une vraie réflexion individuelle, là je parle pas en termes sociétaires individuels, si tu veux avoir une réflexion éclairée sur le sujet, il faut que tu prennes ceux qui sont pour que les réseaux sociaux américains comme ça soit génial et qu'au contraire, ce soit encore mieux qu'avant, et contre ceux qui veulent interdire, potentiellement les modérer, ces réseaux sociaux-là, tout ce que tu veux. Il faut écouter les deux pour avoir un vrai avis.
Pas parce que forcément tu vas penser au milieu des deux, mais parce que tu penses l'un ou que tu penses l'autre, tu seras de toute façon, les avis de l'un et des autres seront forcément biaisés. Donc ils occulteront toute la partie qui va pas dans leur sens. Alors que si tu écoutes les deux, eh ben, ils vont bien montrer à l'autre la partie qui va pas dans son sens. Et du coup, tu es éclairé, tu es en mode ah oui. Alors moi, je pensais plutôt comme B, mais il faut reconnaître que A a un bon point là-dessus. C'est un vrai danger. Tiens, c'est quand même un vrai sujet, ça, tu vois. Du coup, tu as une information complète sur un sujet. C'est vrai que quand tu es pro ou anti, c'est parce que tu écoutes ton camp opposé que tu es capable d'avoir du recul sur toi-même. Tu vois. Ça fait moins de reach, c'est la guerre de communication. Et c'est ça que nous, on a envie de pousser. J'aimerais bien, avant qu'on parle après de plus de concret, on va dire, et peut-être de conseils que tu pourrais donner à des gens qui voudraient, tu sais, se lancer sur Insta, sur LinkedIn, faire une boîte, on va dire, qui peuvent avoir sur certains points des similitudes avec le crayon, etc. J'aimerais bien juste que tu me parles, mais rapidement, de Élise, du coup, avec Gaspard, donc l'histoire. C'était quoi le projet, pour ceux qui connaissent pas? C'est le projet de base de Grégoire Cascara, un mec relativement brillant qui a une asso qui s'appelle Les Engagés, et qui en gros se disait comment on va réussir à vraiment vulgariser, enfin pousser les jeunes à voter. C'est vraiment ça l'idée. Comment on pousse les jeunes à voter. Et du coup on discute un peu de ça, il onboard François qui est du coup le développeur, il en parle avec moi, on en parle avec Gaspard, et en fait on arrive à la question du test des programmes de manière anonymisée qui permet de créer un classement en pourcentage de compatibilité avec le programme. Je l'ai dit de manière très compliquée, c'est très simple. Vous votez pour, contre des mesures dont vous ne savez pas d'où elles viennent, et à la fin, ça vous fait un classement de celui qui vous correspond le mieux. En fait, c'est une app, c'est un genre de Tinder de mesures politiques, voilà. Et à la fin, ça te dit, bah voilà, avec tous les swipes à droite et à gauche que tu as fait, tes partis politiques du top 1 au top 5, c'est ça, quoi. Exactement, et ça a fait un buzz national complètement dingue. C'était un truc de fou, ouais, quand 3,5 millions de téléchargements en 3 mois, c'est quand même un gros délire. Top 1 App Store, Play Store pendant 6 semaines, 5 semaines, 6 semaines, un truc de fou. Et ça a été incroyable en fait comme truc parce que j'ai appris 2 choses. La première chose que j'ai apprise, c'est la chose la plus puissante pour réussir à faire marcher quelque chose, c'est la comparaison. Si les gens peuvent se comparer grâce à ton outil, les gens voudront tous le télécharger parce que du coup tu vas devenir une forme de benchmark de référence, tu vois. C'est Instagram. Ouais. En vrai, c'est Instagram, c'est exactement ça. Mais parce que les gens pouvaient dire ah ouais, toi t'as eu quoi comme résultat, c'est devenu viral, complètement. Ça c'est la partie un peu plus technique. Sur la partie un peu plus fond, je me suis rendu compte d'un truc que je trouvais fou, qui est t'as 4 jeunes qui prennent de leur temps libre, de leur argent perso pour financer un projet qui va leur rapporter 0, et les gens, beaucoup de gens ont voulu critiquer ça. Et j'étais un peu en mode genre, ça commence à être fatigant en fait, ça commence à être un peu fatigant. Comment voulez-vous pousser une génération à prendre des risques et à faire des trucs stylés quand les gens font des trucs comme ça, ils se font défoncer. Ouais, l'étape 1 d'une génération de jeunes qui votent pas à voter, et déjà là en plus tu vois. Et ça, je trouvais ça un peu dommage, mais globalement ça, mais les gens veulent vraiment retenir quelque chose de business, ou en tout cas de comment on peut réussir à faire ça pour son propre projet, c'est créer des objets racoleurs. Créer des objets racoleurs. C'est Xavier Niel qui disait ça dans une de ses conférences et je trouvais ça absolument brillant. Il y a un étudiant qui pose une question, quel conseil business vous auriez à me donner, blablabla. Tu t'attendais, comme c'est Xavier Niel, à un truc un peu bullshit parce que le mec il est tellement haut dans le business que il peut même plus s'identifier à toi. Et là il sort un conseil de ouf, il dit créer des produits racoleurs. Et, ok, ça veut dire quoi? Il dit là Freebox, on disait en gros appel et SMS très 1, mais internet gratuit. Internet gratuit a fait tellement parler qu'on a eu une publicité gratuite inouïe parce que waouh, comment ça internet gratuit? Ça a été pareil avec son livre, une sacrée envie de foutre le bordel. Tout le monde a envie d'acheter un livre d'un milliardaire qui dit on a envie de foutre le bordel. Comment ça? Quel bordel? Et troisième chose, ce spectacle, comment devenir milliardaire? Tout le monde se doute bien que c'est pas un spectacle. C'est un spectacle. Mais s'il met appeler ça Xavier Niel sur scène, c'est vachement moins intéressant. Et il a raison. Tout le monde a posé la question à Xavier Niel. Alors du coup, comment on devient milliardaire? Et voilà, donc ça c'est sur Élise. La même chose, un produit racoleur. Racoleur parce que les gens vont pouvoir comparer. Ah, toi t'as Yannick Jadot en premier, ah c'est marrant, moi j'ai Nicolas Dupont-Aignan, ah beaucoup trop drôle, moi j'ai Mélenchon, ah toi t'as Yannick Delgo, ah beaucoup. Tu vois? Et ça permet aux gens de réellement se renseigner sur la question en fait. Okay. Divertissement de ça, en fait il y a vraiment une question de c'est quoi le programme, c'est quoi les candidats, pour qui j'ai envie de voter, tu vois. Bien sûr, oui, c'est un vrai intérêt derrière, quoi. Et ça, je disais, du coup, ça a fini comment? Est-ce que l'app existe toujours aujourd'hui? Est-ce que, du coup, finalement, elle est plus dispo? Je sais pas si elle est toujours dispo, mais si elle est dispo, elle sert juste au programme de 2022, donc je suis pas sûr qu'elle soit très utile. C'est pas très à jour, quoi. Non, mais nous, on réfléchit, ça aurait pu être on réfléchit avec le crayon à monter un truc, alors pas du tout pareil, mais... Enfin, pas du tout pareil.
pas du tout dans le même style, pas du tout lié aux élections et tout, mais un truc un peu de fond qui permet en fait, encore une fois, de comparer nos idées politiques. Ouais. On est encore en train de se poser une forme un peu de jeu interactif, on est encore en train de travailler dessus. J'en dis pas plus pour l'instant, mais c'est un sujet qui nous travaille quand même avec le crayon. Trop bien. Bah, je pense qu'on comprend bien avec cet épisode-là, ouais, la philosophie que t'as, on va dire, et les idées qu'il y a derrière un peu tout ce que tu fais avec tes associés. Ah mais venez, on bâtit des trucs. Venez, on arrête de commenter tout ce que fait tout le monde et critiquer tout ce que fait tout le monde. On arrête le popcorn devant Villebrequin et on construit soi-même son propre truc, quoi. Tu vois. C'est très cool. Moi, j'ai adoré aussi la vidéo de Sylvain. C'était extraordinaire, quelle masterclass, tu vois. Mais après, on n'est pas obligé de passer 3 heures à commenter cette histoire. On peut aussi soi-même se dire comment on se retrouve à être en capacité de, comme Sylvain, faire des vidéos incroyables parce qu'on a fait des choses incroyables sur le terrain. La raison pour laquelle cette vidéo est bien, c'est parce que lui a fait des trucs sur le terrain qui sont très cool. C'est parce qu'il y a un storytelling, un background de 8 ans de vidéo, quoi. Il a un background. Ouais. Très clair. Bah écoute, je te propose de terminer tranquillement sur des conseils, on va dire des petits tips peut-être plus concrets, parce que pour les gens qui nous regardent, qui nous écoutent potentiellement, là voilà, on a bien couvert un peu tout ce que tu faisais. Ça peut sembler être un giga bazar et on peut se demander, enfin un giga bazar pas dans le sens péjoratif, mais dans le sens il y a énormément de choses. Ah oui, moi mais c'est pareil dans ma tête, hein, donc c'est un giga bazar dans ma tête. Hein, faut pas de stress par rapport à ça. Bah, soyez fous, de toute façon vous verrez bien. Bien sûr. Mais comment tu vois, ça peut aller à l'encontre, tu sais, de plein de conseils qu'on entend de grands entrepreneurs que tu as pu citer, notamment, tu sais, de stay focus, être laser focus sur une offre, un produit, une boîte, etc. Toi, rien que dans ta boîte, t'as 4 trucs. Alors, si t'as 2 minutes là-dessus, c'est hyper intéressant comme sujet. Oui, mais ça dépend, c'est quoi l'objectif? Nous, au crayon, on n'optimise pas tout autour de l'argent. L'argent est très important. L'argent finance tout ça. Mais c'est pas notre seul et unique horizon indépassable. Si ton seul et unique horizon indépassable, c'est l'argent, laser focus, une offre, bourrine. Pas de sujet. Ouais. Nous, notre sujet principal, c'est comment on réussit à créer une boîte qui permet à tout un écosystème de fleurir réellement. Donc en fait, j'ai envie de dire que notre KPI ultime, c'est presque même pas l'argent, c'est la puissance que prend notre écosystème au global. Et quand je dis notre écosystème, là, c'est pas la créateur économie dans son ensemble. J'aurais trop de prétention de penser ça. Là, je parle vraiment de l'écosystème du crayon. Parce que les gens se rendent pas compte, mais derrière le crayon, il y a des centaines de journalistes, des centaines de créateurs, des centaines d'entrepreneurs qui sont dans notre réseau, qui gravitent autour de notre écosystème. Et c'est ces gens-là qu'on pousse. Et j'ai pas malheureusement de KPIs de ces gens-là. J'adorerais pouvoir me dire, ces gens-là, ils sont in ou out du crayon groupe, et donc du coup, on peut calculer l'impact qu'on a. Moi, c'est l'impact qu'on a sur ces gens-là qui m'intéressent le plus. Et pas parce que... C'est parce que le chiffre d'affaires, il grossira très naturellement si on a un impact de ouf là-dessus. Donc moi, c'est à ces gens-là que je parle. Ce gens dont le sujet principal, c'est de se dire, j'ai envie d'avoir un impact dans un écosystème, j'ai envie de pouvoir faire progresser un écosystème, j'ai envie de construire un écosystème autour de moi, j'ai envie de pouvoir faire en sorte que ce que je fais, ça permet d'améliorer en fait concrètement une situation, beaucoup plus que ceux qui veulent gagner de l'argent. Ceux qui veulent gagner de l'argent, écoutez les laser focus, les une offre, ce que tu veux, oui. Et puis ça, moi, je suis très bien capable de les donner, et ça a été mon cas aussi. C'est juste que je crois que l'argent n'est pas le seul horizon indépassable. Ça doit être la première étape quand on n'a pas, il n'y a pas de sujet. Ouais. Mais une fois que tu commences à en gagner un petit peu, comme c'était notre cas, nous, en 2021, 2022, et depuis 2023, ça a vraiment décollé en termes de monétisation, de ce que tu veux. Aujourd'hui, je suis très content de l'argent que je gagne dans ma vie, je suis très content de gagner plus, mais c'est pas le seul, c'est pas ce qui peut me réveiller le matin non plus, tu vois. Je comprends, ouais. Moi, je le dis ici, c'est une comparaison que je t'avais déjà faite en off, mais en fait... c'est vrai que ce succès-là que toi tu auras mesuré, enfin justement tu peux pas le mesurer mais que tu ressentiras si ça se produit, et en fait c'est déjà un peu le cas aujourd'hui, ça progresse et en tout cas ça va dans le bon sens, j'ai l'impression. Et c'est ça la comparaison que je t'avais faite une fois en off, c'est que moi j'ai l'impression, pour avoir très bien connu The Family du coup à l'époque, je peux la faire ou pas la comparaison? Bien sûr. C'est pas du tout la même boîte, soyons d'accord, mais en termes de vibe et de bienfaits et de bénéfices, on va dire, que vous apportez à votre écosystème dans lequel vous gravitez, donc la créateur économie, les médias, etc. Je trouve qu'il y a un peu cette bonne volonté, tu vois, donner sans forcément attendre en retour. Je sais pas si moi tu me considères dans ce fameux réseau de mecs qu'on sait pas qui est dedans et tout, mais je ressens, on va dire, beaucoup de choses, de bonnes choses que vous donnez, que vous monétisez pas forcément, etc. Et c'est pour ça que je fais la comparaison à The Family, même si les deux boîtes n'ont rien à voir. The Family, c'était beaucoup ça pour y avoir été en tant qu'entrepreneur. Moi, je suis un petit-fils de The Family avec ma boîte Ocamedia de base, et donc j'ai retrouvé un peu avec un grand succès, revendu à Jelly Smack, Sartec, ensemble. Merci. Franchement. Voilà, donc du coup j'ai été à The Family un peu avec cette boîte-là, et c'était la première fois que je ressentais quelque chose comme ça. Et ensuite, mes années chez Jelly Smack et tout, j'ai retrouvé une vie plus normale. Et en faisant ta rencontre, j'ai retrouvé un peu cette même énergie, cette émulsion. C'est une énergie en fait. Et tu peux pas le mesurer effectivement, ce succès-là. Il faut rentrer, il faut donc pas vous connaître forcément vous, mais juste graviter un peu dans votre écosystème. Et il y a de plus en plus de gens, j'ai l'impression, qui y rentrent. Et je pense que c'est comme ça que on est très accueillant, tu vois, comme tu vois, on n'empêche pas les gens de rentrer, au contraire, on pousse pour que les gens rentrent. Exactement. Non, alors moi je le prends très bien cette comparaison, parce que je suis moi aussi un peu un enfant de The Family.
sans jamais y avoir été d'ailleurs, mais par les contenus qui ont été faits, les coups d'état, les barbares attaques, ces trucs-là, j'ai trouvé brillant, ça m'a beaucoup structuré ma vision entrepreneuriale. Mais en fait, c'est surtout, je suis un gars relativement, enfin, j'ai de la chance parce que j'ai une famille qui s'entend relativement bien, je m'entends très bien avec mon grand frère, je m'entends très bien avec ma petite sœur, très bien avec mes parents. Alors, ils sont pas ensemble et ça a été plein d'embrouilles, mais je m'entends bien avec eux globalement. Et en fait, j'ai envie de répercuter ce truc d'écosystème de potes, quoi, en fait. Je trouve que la vie peut être vraiment merveilleuse si jamais tu la passes entourée de gens avec qui tu passes des bons moments, qui t'inspirent, qui t'apprennent des choses, avec qui tu te pousses vers le haut. Enfin, moi, je crois beaucoup à cet esprit de communauté, en fait, vraiment. Et je pense que c'est ce dont les gens ont le plus besoin aujourd'hui. Il y a une solitude dingue à notre génération. Et je pense que nous, on est d'abord et avant tout un antidote. Certes business, certes visibilité, certes créateur économie, certes tout ce que tu veux, mais on a un antidote à une forme de solitude aussi, tu vois. Je pense que beaucoup de gens se rattachent à nous aussi par rapport à ça. Et nous, on aime cet esprit-là parce qu'on a envie de se dire, enfin, on vit dans un pays qui peut être génial, c'est à nous de le construire et c'est à nous de, au lieu de se plaindre toute la journée de qu'est-ce qui marche pas, de construire ce qui pourrait marcher, quoi, en fait, tout simplement. Et je pense que c'est aussi pour ça que les gens nous aiment bien. Je pense que c'est rare d'entendre ce discours de gens qui sont optimistes et qui ont envie d'être conquérants et de se dire il y a des choses incroyables à les bâtir, tu vois. Et c'est pour ça que moi, évidemment, Xavier Niel, moi, ça m'inspire beaucoup parce que alors, full disclosure, c'est un de nos investisseurs aussi, donc j'ai pas envie d'être le mec. Je suis biaisé du coup aussi là-dessus, mais j'aime son discours sur l'optimisme. Il y a pas de, il faut qu'on se batte pour construire un pays cool, quoi. Il y a quand même toutes les raisons que ça marche en France si on souffre. Trop cool. Est-ce que tu pourrais du coup me parler, comme je disais juste avant, de ta semaine type, un peu, de comment tu organises ta semaine ou peut-être ta journée, parce que voilà, tu dois créer du contenu, tu as plusieurs plateformes, tu as des échéances un peu tout le temps, etc. Enfin, comment tu gères? C'est quoi les conseils, voilà, pour tous les entrepreneurs actuels ou aspirants qui nous écoutent? C'est une bonne question. Je pense qu'en gros, tu as à peu près 3 étapes là-dedans. La première étape, c'est quand ton temps de travail représente un pourcentage significatif de la boîte. Quand ton temps de travail, ça représente 25%, 20%, même 15% du temps de travail de la boîte, quand tu es 5, 6, 7, là, pour le coup, tu dois délivrer de la valeur. Parce que ça veut dire que littéralement, la boîte dépend du fait que tu délivres de la valeur. Donc en fait, tu dois être en première ligne sur tous les sujets. Et là, le fait de travailler 12 heures plutôt que 8 heures va avoir un impact significatif sur à quel point tu avances vite, tu fais de l'argent, tu te développes et tout. Après, tu as la deuxième étape qui est quand tu commences à structurer des niveaux de management. Et là, pour le coup, tu rentres dans la spécialisation. C'est-à-dire, c'est quoi ma zone de génie ? Ma zone de génie, typiquement sur moi, ça va être le marketing, le contenu, tous ces trucs-là. Moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel je suis vraiment très fort. J'adore créer des trucs, j'adore avoir des idées de ce que tu veux. Et donc, du coup, ça a vraiment un bon impact par rapport à ça. Et ça, du coup, ça veut être en mode comment je vais créer un process du coup pour que je sois dans mes zones où je suis le plus fort. Et donc, du coup, je suis bon en sales, je dois être là-dedans. Je suis bon en marketing pour le groupe, je dois être là-dedans. Et tu vois, et donc, du coup, tu fais des zones. Et là, pour le coup, tu pousses dans ces zones-là et tu construis le plus possible. Et après, il y a la troisième étape, et c'est celle dans laquelle nous on est rentré. Peut-être qu'il y en a d'autres d'ailleurs après que je découvrirai au fur et à mesure. On se refera un truc pour en parler. La troisième étape qui est la prise de décision. Où en fait, tu en arrives à ce que ta valeur ajoutée principale pour l'entreprise, c'est une prise de décision avant même d'être une action d'expert à mener. Tu vois. Et ça, pour le coup, j'ai remarqué que voir du monde, prendre du temps pour se renseigner, pour regarder, pour réfléchir, avoir l'esprit moins encombré, travailler potentiellement un petit peu moins. Alors, je travaille toujours un peu le week-end, donc on va dire que ce que je ne faisais pas la semaine, je le répercute un peu le week-end. Mais tu vois, je suis passé peut-être de 10-12 heures de travail par jour à... Allez, 8-10 heures, c'est pas énorme comme différence, mais j'ai réduit légèrement la voilure parce que je me rends compte que je prends des meilleures décisions, je suis plus reposé, j'ai l'esprit plus clairvoyant. Je vois de plus en plus de gens, en fait, même si j'ai toujours beaucoup vu, mais dans mon travail, dans le cadre de mon travail, je fais des cafés, je fais des dîners, je fais des déjeuners, tout ce que tu veux, avec des clients, des investisseurs, des experts et tout. Et je me nourris de ça en me disant, ok, qu'est-ce qui peut se passer et tout, parce que maintenant j'ai une équipe suffisante, on est un peu plus d'une trentaine maintenant dans l'équipe, pour dire, ok, ça faut le faire. J'ai pas besoin, moi, d'être derrière à moi-même appuyer sur chaque bouton du truc, tu vois. Je sais que l'équipe peut le faire, tu vois. Et donc, le fait de prendre une bonne décision et d'aller dans la bonne tangente a plus de valeur. Donc, chaque étape, délivrer le plus, être dans sa zone de génie, puis avoir l'esprit clair, quoi, en gros, pour prendre des bonnes décisions. Très intéressant. C'est quoi le stade, du coup, que tu préfères? Parce que je sais que moi, bon, je reparle encore d'Okamedia, mais quand on était 35, du coup, à peu près le même nombre que vous au Crayon, donc je suis pas allé plus loin, donc j'ai eu cet effectif-là de 35, mais à la fin, effectivement, soit tu fais des Excel toute la journée et de la prise de décision, globalement, tu gères les investisseurs, etc. Et moi, j'avais moins aimé cette phase-là que la phase où on était peut-être 15, tu vois, 15-20. Ouais, où t'es dans ta zone de génie. C'est ça. Et où, en fait, il y a pas, enfin voilà, si t'es malade ou si tu bosses moins, etc., ça avance quand même, il y a quand même des trucs trop stylés qui se passent, mais en même temps, tu peux garder un pied dans l'opérationnel, faire des trucs, être... tu sais, je sais pas, sur le terrain avec des clients, je sais que toi t'aimes bien faire ça aussi sur je sais pas, des fois des tournages et tout, venir, mais il y a des fois ça devient, enfin quand tu grossis trop, ça devient contre-productif de faire ça, d'aller sur le terrain parce que c'est pas là que t'es attendu et que très juste. Donc moi j'avais moins apprécié cette phase là de faire d'être, enfin tu vois,
C'est une bonne Peut-être question. dans les Excel et dans le pur management, prise de décision tout le temps, tu vois. C'est une très très bonne question. C'est une très bonne remarque. C'est vrai que je préfère un petit peu le côté la deuxième étape, tu vois, donc là où tu es dans ta zone de génie. Ouais. Parce que probablement que là où je passe les meilleurs moments, c'est quand je réfléchis à comment construire le marketing du groupe. D'ailleurs, sans prétention, j'en suis assez fier. Je trouve qu'on fait vraiment un bon boulot. Genre, on est partout, quoi. C'est quand même vraiment un gros délire. On est très fort là-dessus. Et ça me fait vraiment kiffer parce que c'est souvent moi qui suis un peu derrière toutes ces strates de comment tout. T'as un chiffre à me donner global du reach, enfin de l'ensemble du groupe, etc. On fait un peu plus de 100 millions de vues tous les mois à l'échelle du groupe. C'est quand même beaucoup en fait. En fait, c'est quand même beaucoup. Bah, Moi, je me rends pas cool. compte parce que tu vois, genre, je vois des brutes qui annoncent des Ouais. 250, 300. Je suis en mode putain. Il faut qu'on Je aille. pensais pas que c'était autant. 100 millions, c'est titanesque. Ouais, c'est beaucoup. Et tu vois, rien que sur Instagram, rien qu'Instagram, c'est la moitié de ça, je pense. Pour peut-être même un peu plus que la moitié. Donc, non, faudrait qu'on refasse les calculs. Peut-être même au-dessus de 100 millions en fait. Bah, au moins 100 millions, quoi. En tout Ouais, cas. au moins 100 C'est- millions, frère. Je reste oh putain. Mais ça doit être un bordel à mesurer aussi ça. Parce que du coup, vous avez 18 comptes de marque sur toutes les plateformes et tout. Si vous avez Bah, un vous outil qui permet de tout agréger, les amis, envoyez-moi un DM, on deviendra client. Franchement, tu sais, les Metricool, tu peux connecter plein de marques, etc. J'adore Metricool, tu on a centralises bossé, tout. on a bossé avec eux. Le problème, c'est que t'es quand même toujours obligé d'uploader les données. Donc, Comment ça t'es toujours obligé d'uploader les données. C'est-à-dire que t'es quand même toujours obligé à mano. En gros, ça se construit pas. En gros, le problème de ça, c'est pas la faute de Metricool. Metricool est un des meilleurs outils possibles pour le faire, qu'on soit d'accord. C'est juste qu'en fait, à part LinkedIn, t'as les API d'aucun réseau social. En fait, ils te les ouvrent pas. Non, c'est l'inverse. C'est pour les reporting, en tout cas, de stats. Ouais. Parce que je le sais, parce que je l'ai fait récemment, là, dans le cadre du lancement de ce podcast, etc. Et en fait, LinkedIn, ils ouvrent pas leur API pour les comptes perso. Tu peux remonter les API, les datas des comptes les pages d'entreprise quoi, sur LinkedIn, mais pas des comptes perso. Et vu que vous faites énormément d'impressions vous sur vos comptes, ça sera pas pris en compte dessus. Ah, ok, mais par contre, peut-être. tout ce qui est compte Insta, TikTok, tout le reste, en fait, même ton site, etc., ça remonte dessus. Tu peux les connecter. Ah putain, bah j'irai checker. Merci Ouais. pour l'info. En fait, c'est juste que ça dépend du plan que tu prends. Bon, bref, c'est trop niche là. Non mais tu fais bien de me dire, tu fais très bien de me Je te dire. montrerai ça. J'irai envoyer ça à mes équipes. Parce que nous on a développé une espèce de tableur, en fait on a des questions de scoring de vidéos. Ça a été développé par la team des Pépites de France. En gros t'as un tableur et en gros on prend 3 métriques, le nombre de vues, le nombre d'abonnés que ça rapporte et le nombre de likes et de commentaires. Ouais. Et on prend ces 3 métriques là, on les pondère et ça me fait un score de vidéo. Ok. Et donc du coup en Intéressant. gros on se dit une vidéo qui fait pas beaucoup de vues mais qui fait beaucoup de likes et qui ramène beaucoup d'abonnés, C'est bon. ça reste une bonne vidéo. Ouais. Une vidéo qui fait énormément de vues, mais qui fait très peu de likes, mais qui te rapporte beaucoup d'abonnés, ou qui fait beaucoup de likes, mais te rapporte. Enfin, Ouais, et vous, en fait, on se dit, vous voyez le verre à 1 tiers plein ou à 2 tiers plein. Quoi. Exactement. Et en fait, ça te permet d'avoir un scoring, et là, on est en train de le développer, et je pense que ça intéressera beaucoup de créateurs et tout. Ouais. On en reparlera en temps voulu, mais ça t'intéresse de creuser ce truc-là. De ouf. Mais il y a vraiment un truc intéressant à build autour de ça, parce que nous, ça nous aide énormément dans nos reports, parce qu'on n'est plus en mode, est-ce qu'on a fait des vues ou pas? On est en mode, est-ce que le scoring Ouais. d'autorité de la vidéo, enfin le scoring de la vidéo, est le bon par rapport à nos objectifs? L'avantage, c'est que tu peux changer les KPIs. Ouais. Ces KPIs, ça devient la rétention Oui. moyenne. Tu Ouais. peux, Toi, tu t'as peux des changer. enjeux de conversion en plus, t'es pas en Exactement. mode créateur pur, rich, c'est tout, avec Et- des OP, voilà, c'est pas Et le modèle quoi. Ouais, exactement. Et le truc est ouf, hein, c'est comme une forme de. Un peu comme une forme de scoring, un peu. Je sais pas si tu vois le site SoFIFA, Ouais. où t'as les joueurs. C'est même ça, trop mais marrant. version vidéo, quoi, tu vois. Ok, c'est marrant. C'est complètement ouf comme truc. Ok, trop cool. On disait avant, là, effectivement, que ouais, le stade où t'es dans ta zone de génie, justement, était un peu plus intéressant aussi. Je trouve que là où c'est cool, c'est que ça permet de conserver un meilleur lien avec son équipe, parce que quand t'as 15-20 personnes, tu les connais tous bien personnellement, etc. Et je trouve qu'au-dessus de 30, bah forcément, tu peux moins écoute, passer de j'y temps avec rentre. tout le monde. Il y a des gens que tu connais beaucoup moins dans ta boîte, etc. C'est galère, quoi. J'y rentre, donc je te dirai d'ici quelques mois. Pour l'instant, ça va, mais ouais, c'est sûr que si tu rajoutes 10-15 personnes, si tu commences à dépasser Ouais. 40-45, là, ça commence à être Ouais. Après, c'est vrai que vous êtes 4 co-founders. Moi, j'étais seul founder, donc à 4, en fait. tellement chaud à gérer en vrai. C'était, bah, en fait, voilà, on en a parlé en off, mais là, les nouveaux projets que je lance, j'ai toujours des associés parce que j'ai plus envie, a priori, à vie, d'être solo founder parce que c'est trop Super chiant dur, ouais. pour plein de raisons. C'est moins fun, hein, en plus. Ouais, t'es tout seul pour célébrer, donc t'es là, tu sais, le même de la bougie, enfin, tu sais, et quand il y a des moments durs, surtout, t'es tout seul. Ouais, c'est ça. Quand il y a des downs, t'es tout seul, t'as personne sur qui te reposer ou tu sais, prendre du recul, etc. Donc c'est pas facile. Donc Ouais, de ouf. c'est cool au moment où tu vends, mais bon, Et puis, c'est je dur trouve- tout le long de l'aventure. Et puis je trouve aussi que ça a quand même une composante de, je sais pas comment dire ça, d'inspiration, moi je trouve. En tout cas, moi c'est un truc qui moi me correspond beaucoup, mais je sais qu'il y a plein de moments où l'effort supplémentaire, la nuit blanche supplémentaire, le dossier supplémentaire, le Ouais. client supplémentaire que je suis allé chercher, je suis vraiment pas allé le chercher pour moi, je suis allé le chercher pour Ouais, c'est Anto, Jules et Sixtine. Ouais. Et vraiment en mode genre,
presque un peu de manière protecteur, en mode genre je le fais pour eux, tu vois. Ouais. Et ce truc-là, je sais que moi, c'est un drive de motivation énorme parce que moi, à titre perso, avoir un client de plus de moi, enfin. Ouais. Bah, c'est encore une question d'énergie. Enfin voilà, Ouais. tu le fais pour le collectif. Alors et que c'est pour eux, je suis en mode bien sûr, tu vois. trop bien. Trop cool. Écoute, Valorant, on arrive à la fin. Il va falloir que tu files, je crois. J'aimerais juste te poser 2 dernières questions, mais Bien c'est sûr. rapide, que je pose à tous mes invités. Voilà. La première, c'est qui est-ce que tu verrais à ta place sur ce siège? Voilà, j'espère que tu as apprécié l'exercice. Non, mais Tu très as vu bonne un peu question. le J'adore concept les- un peu de l'émission. Qui est-ce que tu verrais? Ça peut être soit quelqu'un que tu connais, tu vois, et que tu penses pertinent pour partager, voilà, J'essaie de réfléchir sur cette question. soit quelqu'un que tu de connais pas et création dont de tu aimerais contenu. apprendre. Ouais. Mais surtout quelqu'un de création de contenu. Qui j'aimerais entendre sur la création de contenu? J'imagine que tu as reçu le bon Maxime, Click. Non. T'as pas reçu Maxime Click? Hier, j'ai reçu Guizy, il m'a conseillé Maxime Click aussi. Bon, je vais pas Je dire l'ai Maxime invité, Click, mais. Je l'ai invité, il est pas venu encore, faut qu'on se cale une date. Il est peut-être- très cool, Maxime. Qu'est-ce que je peux te conseiller? Ça fait deux invités, Maxime, hein, il va falloir que tu viennes. Ouais, voilà, qui vient de Maxime. Qu'est-ce que je peux te faire? C'est la prise revenir, d'otage. sinon Moi, je trouve que Guillaume Genoux est relativement brillant. En création de contenu, vraiment là au sens de la création, pas de la stratégie de création, de la stratégie. La création, c'est en mode genre comment tu retiens l'attention, comment tu fais une blague. Enfin, Ok. je trouve que l'exercice que fait Guillaume Genoux est beaucoup plus difficile que les gens ne le pensent et qu'il est super doué dedans. On a bossé avec lui parce que nous, on s'occupe de l'influence à l'année de Bourse-Banque. Je sais pas si tu le savais. Enfin, bref. Tu peux expliquer aussi ce qu'il fait du coup Et alors, Guillaume Genoux, il fait des sketchs et tout. En gros, il fait un peu ce que faisait le studio Bagel à l'ancienne, mais version contenu un peu vertical, court. Moi, je trouve que c'est à hurler de rire, Guillaume Genoux. Vraiment, moi, j'adore ça. Et nous, du coup, on bosse avec des entreprises dans leur campagne d'influence comme Bourse-Banque. Et on l'a missionné pour Bourse-Banque. Il a fait une vidéo. Mais le niveau de masterclass publicitaire, c'est fou. C'est beaucoup trop drôle, t'as hyper envie de regarder les vidéos, ça met hyper bien Bourse-Banque en avant, mais en même temps, ça les rend sympathiques. Enfin, Ok. t'es vraiment en Donc, mode c'est un maître en la matière. mettre en la matière, vraiment. D'alignement, comme. Ce gars-là mérite Trop bien. une place dans ce fauteuil, tu vois. Trop bien, Guillaume Genoux, bien Guillaume noté. Genoux. Et la dernière question, du coup, pour clôturer, c'est quel est le conseil que tu donnerais au Valorant d'il y a 10 ans? Tu vois, si cette émission existait il y a 10 ans et que le Valorant. Parce que là, t'as quel âge aussi? On l'a pas dit, mais 27. t'as 27. Donc, le Valorant de 17 ans, tu lui aurais dit quoi Je lui aurais dit s'il regardait cet épisode? Je lui aurais dit un truc qui est un truc que je dis aux gens d'ailleurs qui seraient comme ce Valorant de 17 ans. Arrêtez de rager, arrêtez de vous plaindre. Parce qu'à 17 ans, j'étais comme un gros rageux en vrai. J'étais un peu en guerre contre le système scolaire. Ok. J'avais monté une boîte d'événementiel, donc je commençais à gagner ma vie. Du coup, j'ai débarqué en cours en disant moi, je gagne plus d'argent que les profs. Enfin, j'étais vraiment une ordure. Vraiment, enfin, humainement, humainement, je restais un bon gars, mais j'étais vraiment un mec très en colère contre le système en disant en fait, je gagne plus d'argent que ma prof de maths, donc pourquoi elle a raison? Le raisonnement du gros débile, hein, qu'on soit parfaitement d'accord sur le truc. Mais j'étais vraiment en colère contre ça. Et en fait, plus j'avance, plus je me rends compte, ça sert à rien d'être en colère. Construis. Laisse les gens qui, au contraire, n'ont pas d'aspiration, n'ont aucune grandeur en eux. Laisse-les détruire si ça les amuse. Toi, construis. Il y a déjà bien trop de gens qui sont occupés à tout saper. Faut bien qu'il y en ait quelques-uns qui soient là pour essayer de mettre brique par brique et essayer de faire des trucs cool, tu vois. C'est comme à la fin ça qui a de la valeur. C'est beau, c'est un très beau conseil, très belle philosophie, comme dans tout cet épisode, j'ai trouvé. J'espère que ça vous a plu aussi. Merci beaucoup, Valorant, encore Moi, une ça fois, m'a beaucoup c'était plu, très en tout cool. cas, ça fait très bien de te voir, Adam. Ah bah écoute, moi je te le dis, tout le plaisir était pour moi, c'était vraiment une régalade, donc j'espère que pour vous aussi. Vous aurez en description donc, le podcast de Valorant, donc Contre-courant, pour ceux qui ont aimé, voilà, encore une fois, ta vision durant cet épisode et qui voudraient aller plus loin avec Bien tes sûr. invités. Et pour que ce soit plus léger, enfin pour ceux qui sont intéressés par les mêmes thématiques, mais sur un ton plus léger, plus abordable, la chaîne YouTube du coup du Crayon qui est très intéressante, que je vous invite à aller voir aussi. Et évidemment tes réseaux. Voilà, je sais pas si t'as autre chose à mettre en avant. non, parce qu'on mais a parlé des pépites, il y a tes non, associés, juste etc. la- Il y aura 50 liens, La grande semaine à 17h40 le samedi sur M6 pour ceux qui veulent mater. bien sûr. Je sais que Ouais. les gens qui vont regarder sont moins médiatradis, mais voilà, je le dis, c'est une qui chauffe. T'as bien fait, parfait. Merci beaucoup Valorant encore une fois. À bientôt. On se retrouve prochainement dans une semaine pour un prochain épisode de Solo Créa. Merci beaucoup. Ciao ciao. Ciao. Petit rappel, juste pour t'indiquer que si tu cherches à embaucher des freelances facilement ou si tu es toi-même freelance et que tu cherches à mettre en avant ton profil auprès des créateurs de contenu, notre plateforme 100% gratuite Web Talents est disponible en description. Merci beaucoup et à très vite sur Solo Créa.